Bonsoir à tous. Le père Albert Vigneault et moi-même, Jean-Marc Coll, tous deux bénévoles au CCFD dans le Gers, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour vous faire vivre un nouvel épisode du Tour du monde des solidarités. Nous avons choisi de vous parler de l'Inde, pays aux mille contrastes où les plus pauvres côtoient les plus riches, dans une parfaite indifférence, suivant un schéma qui parfois tristement ressemble à notre quotidien, pour peu que l'on s'interroge sur qu'est être pauvre et sur qu'est être riche. Mais avant d'aller en Inde, restons quelques minutes ici dans le Gers. Lors des présentes soirées, ont été évoquées l'histoire et les racines du CCFD. Nous voudrions vous parler ce soir du bénévole du CCFD et je vous propose d'interroger Albert pour vous. Bonjour Albert. Bonsoir Jean-Marc. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Oui, très simplement. D'abord, je suis prêtre du diocèse d'Auch. Vu mon âge, je suis déchargé de toute responsabilité de paroisse. Évidemment, je suis engagé au CCFD, c'est bien pour ça que je suis là ce soir. Et je m'occupe aussi de la pastorale des migrants, de la mission ouvrière et de l'hospitalité Sainte-Bernadette, c'est-à-dire les malades qui vont à Lourdes. Quand est-ce que tu as décidé de t'engager au CCFD? Alors, ça, c'est une vieille histoire. Entre les années 70 et 90, j'étais aumônier de l'enseignement public. Et donc, c'est là que j'ai fait la connaissance du CCFD à travers les propositions que le CCFD faisait pour les jeunes, spécialement pendant le carême. Je me souviens en particulier des distributions de tirelires où chacun mettait sa petite pièce. Je me souviens aussi de manifestations plus importantes comme Course Terre d'Avenir, où on avait mobilisé le stade du Moulias, certains quartiers de la ville. Voilà, un événement qui avait marqué un petit peu, même beaucoup, le CCFD sur Auch à l'époque. Et puis après, responsable de paroisse, eh bien, j'ai gardé un lien avec le CCFD, bien sûr. Mais quand même, il y a de nombreuses associations qui se concentrent sur l'aide aux populations, avec la volonté d'endiguer la faim dans le monde. Alors pourquoi plus spécifiquement ton engagement sans faille pendant toutes ces années au sein du CCFD? Bien, ça tient à plusieurs choses. D'abord, c'est la volonté des évêques, il y a 60 ans, d'avoir créé le CCFD, qui est un collectif de mouvements et services catholiques, si on peut dire, pour rappeler à l'Église qu'elle ne doit jamais oublier l'aspect universel, hein, le partage universel. Et donc, voilà une première raison. Une seconde, c'est peut-être que ça correspond aux valeurs de l'Évangile et aux valeurs de la doctrine sociale de l'Église. Voilà, seconde raison. Troisième raison, c'est parce que ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'on ne fait pas à la place des associations qui sont dans les pays pauvres, mais on fait avec. Et tous les projets sont bâtis avec eux et avec nous. Voilà. Et enfin, une dernière raison peut-être, c'est qu'on les accompagne sur le long terme dans ce qu'on appelle le développement durable. Alors, soyons un tout petit peu concis là. Si en quelques mots, tu devais nous donner les spécificités du CCFD, Terre Solidaire, ou dit d'une autre façon, en quoi le CCFD Terre Solidaire est unique, tu dirais quoi? Eh bien, je dirais en quoi il est unique. Il est unique par justement ce que je viens de dire un petit peu, qui me paraît, peut-être qu'il y a d'autres associations qui font la même chose, mais bâtir ces projets avec
ces populations pauvres de la planète. Et donc, il y a un échange qui se fait entre eux là-bas et nous ici, et on s'interpelle réciproquement. Il y a des valeurs qui sont vécues là-bas, qui nous interpellent à nous pour qu'on les vive aussi, et il y a des valeurs qui sont ici et qui interpellent les gens de là-bas. Et puis, il y a ce partage de l'argent, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de réalisation de projet sans qu'il y ait un financement. Alors, peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu attends de cette soirée de partage? Eh bien, ce que j'attends, c'est, me semble-t-il, d'abord que les gens prennent conscience de ce que d'autres populations vivent dans l'univers, dans le monde, ne pas rester bloqués sur nos petites associations, notre environnement très immédiat. Et ensuite, que chacun s'engage à la mesure de ses moyens, de temps, d'énergie, d'argent, pour construire ensemble un monde meilleur. Merci Albert, merci pour ce partage, merci pour nous avoir aussi permis d'approcher un peu ton engagement intime dans l'action. Je propose maintenant que nous passions au film et plutôt que de faire une longue introduction pour ce pays aux multiples facettes, laissons parler notre représentant en Inde. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition du Tour du monde des solidarités. Je suis Juliette Segar, chargée de mission partenariat Asie du Sud au CCF des Terres Solidaires. Donc, je travaille sur l'Inde et Sri Lanka et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Inde, ce grand pays du sous-continent indien qui est limitrophe du Pakistan, du Népal, de la Chine, du Bangladesh, du Myanmar et de Sri Lanka, qui est connu pour sa diversité, pour sa culture, pour son histoire, mais aussi parce que c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde, avec 1,3 milliard d'habitants actuellement. C'est un pays qui commence à être de plus en plus connu aussi pour sa puissance économique mondiale, puisque ça fait quelques années maintenant que l'Inde est devenue la 5e puissance économique mondiale et est donc passée devant la France dans ce classement. Ce qui pourrait laisser penser que l'Inde est effectivement de plus en plus moderne, développée, riche, et que le pays sort progressivement de cette pauvreté qui marquait les esprits il y a quelques décennies. Mais en fait, ce résultat cache une réalité qui est beaucoup plus nuancée, puisque l'Inde est toujours 129e pays, par exemple, selon l'index de développement humain, qui est développé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Que si on regarde d'autres chiffres assez factuels, on voit qu'il y a encore 176 millions d'individus qui sont en situation d'extrême pauvreté, et ça, c'est selon la Banque mondiale. Ou si on prend d'autres indicateurs, sur les enfants de moins de 2 ans, par exemple, 35% d'entre eux sont en retard de croissance, 33% en sous-poids, ce qui montre une persistance de la sous-nutrition, de la malnutrition. Donc globalement, même si l'Inde s'enrichit globalement et monte dans ce classement, c'est une croissance, c'est une richesse qui n'est pas créatrice d'emplois et qui n'est pas redistributive et qui ne contribue pas à une amélioration de la situation pour la grande majorité des Indiens. Si on regarde le graphique que j'ai indiqué sur cette diapositive, on voit qu'à peu près les 10% des ménages les plus aisés vont posséder jusqu'à 65% de la richesse totale du pays, alors que les 50% des moins riches, donc quand même la majorité de la population ou presque, ne possèdent que 7 à 8%. Donc c'est un pays qui est extrêmement inégalitaire et c'est une tendance qui va en augmentant. À l'heure actuelle, on considère que l'Inde est le 2e pays le plus inégalitaire au monde, après la Russie. C'est un pays qui est extrêmement riche et varié et complexe, mais qui est également assez fragmenté d'un point de vue sociétal, avec des fragmentations qu'on connaît assez bien sur des lignes de caste notamment, donc avec des castes dominantes qui vont dominer les Dalits, qu'il fut un temps on appelait les intouchables, mais aussi selon des lignes ethniques, avec les Adivasis, donc les populations autochtones indigènes de l'Inde, mais qui est également divisée sur des lignes religieuses. Donc la religion majoritaire, c'est l'hindouisme, mais il y a aussi à peu près 14% de musulmans, 3% de chrétiens, des animistes, des sikhs, des bouddhistes. Une société qui est marquée par une forme de violence sociale assez forte qui est liée à cette structure très hiérarchique des classes,
et qui entraîne une exploitation de certaines castes sur d'autres, mais également des discriminations sur des lignes de caste à nouveau, mais aussi sur des lignes religieuses. Et des violences intercommunautaires qui ressurgissent régulièrement, sporadiquement, dans différentes parties de l'Inde, avec des populations marginalisées et des populations minoritaires, chrétiennes ou musulmanes, qui font face souvent à des violences en raison de leur religion. Toutes ces différences, toutes ces divisions, cette fragmentation est aussi largement exploitée, ou peut être assez exploitée par les forces politiques qui peuvent se saisir justement de ces divisions pour essayer d'accentuer et de diviser encore plus la population. Une troisième dimension à prendre en compte, c'est le choix du modèle de développement que l'Inde a fait dans les années 90, qui a été un choix de libéralisation de l'économie, voire de néolibération de l'économie et d'entrée dans la mondialisation. Un modèle qui se base sur l'exploitation aussi bien des populations que de la nature et que de l'environnement, avec une exploitation du sous-sol, donc les mines, avec l'exploitation du foncier, la révolution verte dont on a pas mal entendu parler, et puis la multiplication de grands projets assez destructeurs de l'environnement, que ce soit des barrages, que ce soit des corridors industriels, que ce soit des zones industrielles littorales, etc. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on considère que l'Inde est l'un des pays qui, d'un point de vue environnemental, est en difficulté, et l'indicateur qui a été établi par l'université de Yale, qui s'appelle l'indicateur de performance environnementale, classe l'Inde au 168e rang sur 180. Bon, pour ne pas vous faire qu'un tableau très négatif et sombre de l'Inde, même si vu la limite de temps, c'est difficile d'être exhaustif, je voulais quand même parler d'un point positif et qui est important pour nous, qui est le fait que la société civile indienne est dynamique, est active. En Inde, on trouve à l'heure actuelle à peu près 3 millions d'ONG, ce qui, même rapporté à la population, reste un nombre important. On a des mouvements sociaux, des mouvements environnementaux, des mouvements paysans, des mouvements féministes, des mouvements de défense des droits qui sont anciens, qui sont importants et qui ont largement contribué au fil du temps à établir des politiques publiques intéressantes et progressistes, des lois progressistes qui malheureusement sont peu mises en place ou sont à l'heure actuelle dérégulées et diluées, mais qui néanmoins existent et montrent aussi la vitalité de cette société civile. On a des citoyens qui sont aussi engagés, qui sont mobilisés pour leurs droits, pour leurs intérêts personnels, mais plus généralement pour la société, et des intellectuels qui sont engagés, qui sont reconnus internationalement, qui sont des penseurs importants et contemporains. Donc, on n'est pas dans un cas de société apathique dans lequel les citoyens ne seraient pas investis, dans lequel la vitalité démocratique serait faible. C'est une société active et dans laquelle on retrouve même une forme de sens de la justice assez aiguë, une vision du droit, des devoirs, de la citoyenneté qui est intéressante et qui diffère d'autres pays de la région comme du monde. Alors, la stratégie partenariale du CCFD en Inde, elle prend évidemment en compte ces différents enjeux que je viens de mentionner. Et on a décidé de travailler sur 3 enjeux principaux, parce qu'évidemment, en Inde, on peut travailler sur beaucoup de sujets et beaucoup de sujets sont pertinents. Donc, il a fallu réduire un petit peu la voilure, mais globalement, on travaille sur 3 questions principales, qui sont les mêmes d'ailleurs au niveau du service Asie en règle générale. Le premier, c'est la question du modèle de développement dominant. Donc, je parlais de ce développement destructeur et qui est lié à l'exploitation à la fois des êtres humains et de la nature. Donc, c'est questionner ce modèle de développement, questionner aussi l'appropriation des ressources naturelles du territoire pour une petite frange de la population, se mobiliser contre des grands projets inutiles, essayer de faire en sorte que le contrôle du territoire ou des ressources naturelles soit pour les populations et les plus collectives possibles, etc. Donc, on a ce premier volet qui est sur le modèle de développement. Le second, c'est sur la question de la citoyenneté active. Je mentionnais précédemment qu'il y a effectivement beaucoup de mouvements, beaucoup d'ONG, de syndicats, de collectifs citoyens, etc. Mais l'Inde connaît quand même en ce moment une phase de régression démocratique qui n'est pas négligeable et avec des espaces de liberté fondamentales qui sont à défendre et qui sont de toute façon à essayer d'améliorer également. Le troisième, c'est la question des alternatives écologiques et sociales, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de s'opposer à des projets ou à des évolutions, ou alors de favoriser le statu quo, mais d'essayer de développer des nouvelles approches, des nouvelles alternatives d'un point de vue écologique, social et du point de vue de l'organisation de la société. Au-delà de ces thèmes et de ces enjeux sur lesquels on travaille, il y a par contre un changement assez fondamental qu'on a mis en place ces dernières années dans le partenariat Inde, et surtout depuis 2019, et c'est un basculement du partenariat vers le nord. Traditionnellement, les partenaires du CCFD Terre Solidaire travaillaient surtout dans le sud de l'Inde, en particulier au Karnataka et au Tamil Nadu. Alors que ça fait quand même des années qu'on se pose la question, du côté de l'association, mais aussi du côté des salariés, de faire ce changement et peut-être d'aller travailler davantage dans les États du Nord. Alors, je voulais vous parler un peu des différents critères qu'on a pu prendre en compte pour se lancer et progressivement opérer cette remontée vers le Nord.
L'Inde est inégalitaire en règle générale, mais aussi inégalitaire d'un point de vue géographique et entre territoires, avec globalement une Inde du Sud qui est plus développée, entre guillemets, plus riche, plus équipée, plus aménagée que l'Inde du Nord, surtout cette ceinture qu'on appelle la Hindi Belt, qui est la ceinture hindiphone des États du Nord. Pour vous donner quelques exemples, si on prend l'indice de pauvreté multidimensionnel, par exemple, vous pouvez voir que le Kerala, le Tamil Nadu, le Maharashtra, mais même les autres États, l'Andhra Pradesh, le Karnataka, s'en sortent mieux, entre guillemets, que des États du Nord, en particulier le Bihar, le Jharkhand ou l'Uttar Pradesh. Si on prend d'autres indicateurs comme le taux de fécondité, alors que la transition démographique est déjà opérée en Inde du Sud, on a même des taux de fécondité qui ne permettent pas le renouvellement de la population. En Inde du Nord, on continue à avoir beaucoup d'enfants par femme. Si on prend le Bihar, par exemple, on a 3,4 enfants par femme. Si on continue sur d'autres indicateurs assez classiques, disons le taux d'alphabétisation, vous avez près de 90% de la population qui est alphabétisée en Inde du Sud. Alors que si on prend le Bihar, par exemple, on est à 60% à peine, et dans certaines catégories de population, on atteint péniblement les 3%. Si on prend d'autres indicateurs, alors qui peuvent paraître plus anecdotiques, que j'indique ici, c'est le pourcentage des mariages d'amour versus le nombre de mariages arrangés, on a dans certains États du Sud jusqu'à 5 voire 10% de mariages qui sont des mariages d'amour. Alors que quand on prend les États de l'Uttar Pradesh et du Bihar, dans lesquels on commence à travailler beaucoup, on est à moins d'1%. Ça témoigne d'une forme de conservatisme ou d'un poids des traditions qui sont assez importants dans ces États du Nord, dans lesquels la caste aussi continue à avoir beaucoup d'importance. Et si on prend d'autres indicateurs, mais qui sont importants pour des bailleurs de fonds comme nous, pour des organisations de solidarité internationale, par exemple le nombre d'ONG par habitant, on voit aussi une différence assez importante. Le Tamil Nadu, on a une ONG pour 20 000 habitants. L'Uttar Pradesh, une ONG pour 164 000 habitants. Ça reflète évidemment un poids historique, culturel, sociologique qui est important, mais ça reflète aussi le rôle de la coopération internationale et des bailleurs de fonds pendant des années qui ont beaucoup travaillé traditionnellement en Inde du Sud, lié à la fois à la présence de comptoirs, donc potentiellement d'une population expatriée plus importante, mais lié aussi dans notre cas, par exemple, à des routes jésuites qui faisaient qu'il y avait beaucoup plus d'organisations proches de nous, de nos valeurs, qui étaient établies dans l'Inde du Sud plutôt que dans l'Inde du Nord. Voilà, pour toutes ces raisons, on s'est dit au CCFD, compte tenu de ces déséquilibres, à la fois en termes de développement humain, de richesse, etc., mais aussi de présence d'ONG, mais aussi de présence de bailleurs de fonds, c'est important qu'on fasse cette espèce de basculement progressivement et qu'on propose de travailler avec d'autres organisations. Pour identifier ces organisations, on est parti sur l'idée de mobiliser nos atouts en tant que CCFD Terre Solidaire, et ce qui fait qu'on est une organisation de solidarité internationale un peu différente d'autres, ou un bailleur de fonds un peu différent des autres. Notamment le fait qu'on soit une organisation plus flexible que d'autres, à la fois sur la façon dont sur nos attentes par rapport à nos partenaires en termes d'écriture du projet, de fixation de différents indicateurs. On n'est pas l'Agence française de développement ou l'Union européenne qui ont des cadres assez rigides dans lesquels il faut absolument rentrer et qui sont globalement accessibles qu'à une frange assez limitée des ONG qui sont très professionnalisées et très habituées à ce type de travail de coopération internationale. Avec notre façon de fonctionner, on fonctionne différemment, on laisse des cadres plus ouverts et une façon d'appréhender les choses un petit peu différente. Je pense que vous savez aussi que ce sont les organisations partenaires qui choisissent elles-mêmes les activités qu'elles veulent mettre en place et qui définissent elles-mêmes leurs objectifs, leurs résultats attendus, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi et qui peut être différent d'autres organisations. De flexibilité aussi parce qu'on fait confiance dans nos partenaires et dans les organisations pour s'adapter aux réalités, aux besoins, pour se dire cette activité n'a pas forcément fonctionné, pour telle et telle raison, on va changer l'année prochaine. Ou alors, on est exposé à, d'un seul coup, une pandémie mondiale où on ne peut pas mettre en place ce qu'on avait prévu, il va falloir se réadapter. Et bien, on le fait et le CCFD va accompagner ces changements. Donc, on est potentiellement plus flexible que d'autres et on est basé aussi, notre partenariat est beaucoup basé sur la confiance et sur l'échange, sur l'accompagnement et sur le compagnonnage, ce qui, je pense, est quelque chose d'important quand on décide avec qui on veut travailler, parce que ça fait qu'on peut travailler avec des organisations un peu plus petites, un peu plus récentes, un petit peu moins professionnelles, entre guillemets, qui ne pourraient pas travailler avec d'autres et que le CCFD peut accompagner. Une autre caractéristique, c'est qu'on peut s'investir dans le temps long et que quand on parle de ces transformations sociales de fonds, clairement, ça ne répond pas à une logique de projet d'1 an ou 3 ans. Ça demande davantage de temps et ça demande un cheminement qui s'ancre davantage dans le temps long. Mais on a quand même la possibilité d'expérimenter, qui est une caractéristique aussi importante du CCFD, et de se dire on va parier sur des organisations plus petites, sur des enjeux émergents, sur des organisations qui sont créatives et qui sont capables aussi de s'adapter à la situation locale et de les soutenir et d'être un peu
les aider un peu à planter cette graine et à voir ce qui émerge. Et ça est une chance assez importante du CCFD. Ce qui fait que quand on a cherché nos nouveaux partenaires en Uttar Pradesh et au Bihar, on s'est davantage intéressé à la nature de l'organisation plutôt qu'à l'enjeu spécifique sur lequel elle se mobilise. L'idée, ce n'était pas de se dire on veut travailler sur l'agroécologie au Bihar, c'était on veut soutenir des citoyens, des collectifs, des mouvements sociaux, des organisations de la société civile qui sont innovantes, qui sont créatrices, qui sont militantes, qui continuent à travailler dans un contexte politique qui est difficile. Et c'est plutôt ça qu'on va chercher plutôt que vraiment une spécialisation sur un thème. Alors à l'heure actuelle, on travaille à peu près avec une vingtaine d'organisations en Inde. Donc on a toujours des partenaires dans le sud de l'Inde parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter du jour au lendemain et qu'on est dans une période de transition. Et puis les organisations maintenant qui sont basées à Delhi, mais qui sont des organisations pan-indiennes, donc des mouvements de pêcheurs artisans, des mouvements pour le droit à la forêt, ou des organisations qui sont un peu plus techniques en appui à ces mouvements. Et donc, ces nouveaux partenaires en Uttar Pradesh et au Bihar. On a commencé à travailler avec ces organisations aux alentours de 2019 sur des petits projets dans un premier temps, un peu pilote, pour tester notre relation partenariale. Et depuis 2020, ces partenariats ont été votés officiellement par notre commission territoriale du partenariat. Et on est allé plutôt, donc, comme je vous le disais, sur des organisations un peu plus jeunes, donc un peu plus récentes, davantage pilotées par des jeunes et dans lesquelles les femmes, notamment, ont un pouvoir décisionnel qui est beaucoup plus important. C'est partie des critères qui étaient importants pour nous dans notre grille un peu d'identification de nouveaux partenaires. Alors, je vais vous parler maintenant donc, de deux de ces organisations, mais avant, je voulais dire un petit mot sur ce qu'on appelle le coût double, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En fait, au CCFD, on considère que nos projets, nos partenariats, notre action partenariale s'inscrit dans une double temporalité. Il y a une temporalité qui est très récente, enfin très immédiate, pardon, où on se dit on doit répondre aux besoins des populations directes, les besoins des populations maintenant. Et le deuxième, c'est d'être plutôt sur du structurel, donc plutôt sur du long terme, en se disant on ne va pas non plus répondre qu'à des besoins immédiats en oubliant de travailler sur la structure et sur le fond, mais on va aussi travailler en parallèle sur une transformation sociale qui évidemment s'inscrit dans un temps plus long que le projet immédiat qui dure pendant un an. Donc, c'est essayer de travailler un peu sur ces deux tableaux. Donc, c'est de cette façon-là que je vais vous présenter les activités de ces partenaires. La première organisation, c'est l'organisation Nirantar, qui est une organisation féministe qu'on accompagne là sur un projet au Bihar, dans 4 districts, qui appuie des fédérations de femmes qui sont déjà constituées. Les projets un peu immédiats, les activités qui sont mises en place à l'échelle d'une année, par exemple, c'est d'essayer de développer ces collectifs de femmes en vue de leur autonomisation, en leur donnant des formations assez techniques sur la gestion de projet, la gestion d'un budget, sur des lois, etc., pour faire en sorte que ces femmes et ces collectifs puissent fonctionner progressivement de façon autonome et mettre en place leurs propres activités sans un appui nécessaire extérieur de la part d'une ONG. Un deuxième volet, c'est de travailler sur la question des violences faites aux femmes en renforçant des instances communautaires qui existent déjà et qui sont censées gérer ces conflits-là, ces conflits domestiques et ces violences, d'abord à un niveau communautaire et d'accompagner les femmes dans un processus plus judiciaire. Un autre volet, c'est de sensibiliser les communautés sur la discrimination de genre à travers la mise en place de différentes activités de formation, etc. Donc là, on est plutôt sur des activités un peu de court terme, entre guillemets. De plus long terme, l'idée, à travers ces différentes activités, c'est d'essayer d'accompagner le déploiement des activités de ces femmes et leur mise en pouvoir ou leur pouvoir d'agir. À la fois en les formant sur des choses assez concrètes, mais aussi en leur faisant confiance pour mettre en place ces choses-là, en expérimentant, en étant maîtresse de leur travail, leur collectif, leur organisation, aider à déployer ces groupes pour aussi, par l'expérimentation, montrer que c'est possible et donner cette confiance aussi, et cette confiance dans leur capacité à agir en tant que femmes individuelles, mais aussi au sein d'un collectif. Et globalement, tout ça, c'est évidemment, alors sur du plus long terme, c'est lutter contre le patriarcat. Donc, c'est contribuer à faire en sorte que la société indienne évolue d'abord à ces niveaux assez locaux, au sein de communautés, au sein de ces districts, au sein de ces groupes aussi, au sein des familles de ces femmes, pour faire évoluer le positionnement sur la question des violences faites aux femmes, mais aussi sur la capacité des femmes à être autonomes et sur le fait que des femmes autonomes en capacité d'agir, c'est quelque chose de positif pour l'ensemble de la société. Un deuxième partenaire dont je voudrais vous parler, c'est l'organisation Vishwa Jyoti Communication, qui est basée en Uttar Pradesh, dans l'est de l'Uttar Pradesh et dans la région plus particulièrement de Varanasi, qu'on connaît davantage en France comme étant Bénarès, donc la ville sacrée. VGC, je vais l'appeler comme ça, c'est une organisation d'appui aux organisations communautaires de base qui a été fondée par des jésuites il y a plusieurs années. Alors, d'un point de vue plutôt des activités à mettre en place directement, c'est travailler dans des villages de façon holistique. C'est peut-être aussi un terme que vous entendez souvent, donc holistique dans le sens d'intervenir sur les différents volets, sur les différents enjeux localement,
auprès des populations marginalisées. Donc ça va travailler sur l'éducation populaire, l'éducation des enfants, la protection de l'environnement ou aussi le développement d'activités génératrices de revenus, par exemple. Il y a tout un volet aussi de sensibilisation des communautés par des activités culturelles, avec le théâtre de rue qui est extrêmement important en Inde. Le théâtre de rue, le chant, les slogans, c'est un vecteur extrêmement important pour sensibiliser les populations à des choses comme l'hygiène, par exemple, mais aussi à leurs droits, plus simplement, à la question des droits humains, des discriminations, ou pour décrypter les manipulations, par exemple les fausses nouvelles qui sont extrêmement répandues en Inde. Donc il y a ce volet-là aussi d'activité culturelle. Et puis il y a un investissement dans les jeunes militantes de terrain qui travaillent dans ces villages-là, de les former. C'est des jeunes qui viennent de la communauté et l'idée c'est que progressivement, par des formations, ce soit eux qui mettent en place ces activités et non pas des salariés, par exemple, de l'ONG qu'on soutient. De plus long terme, alors c'est difficile de rentrer un peu dans le détail, mais l'idée de VGC, c'est de lutter contre les conflits intercommunautaires et promouvoir l'harmonie. On est dans une zone d'Inde où, comme j'en parlais au début de cette présentation, dans laquelle il y a des fragmentations et dans lesquelles ces divisions sont souvent instrumentalisées à des fins politiques ou à des fins de prise de pouvoir. Donc à travers ce travail sur différentes dimensions, à travers le fait de promouvoir des projets communs au niveau d'un village qui vont associer différentes communautés, différentes castes, différentes religions, en ouvrant des espaces de dialogue, en favorisant ce travail commun, on essaye aussi de lutter contre les conflits, promouvoir l'harmonie et favoriser d'autres modes d'organisation de la société, d'autres rapports sociaux entre les gens. Et cet investissement dans les jeunes aussi, c'est pour faire en sorte que ces jeunes-là s'autonomisent progressivement et soient en mesure de porter ces projets, de mettre en place ces activités, de faire valoir leurs droits eux-mêmes, à nouveau sans avoir besoin nécessairement d'une ONG d'appui, que ce soit vraiment ces jeunes-là, ces communautés-là, ces mouvements-là qui s'autonomisent et qui mettent en place leurs activités. Je vais m'arrêter là, cette présentation, mais je voulais quand même revenir un petit peu sur cette vision du partenariat avec ces quelques exemples, et puisque j'ai pu le mentionner un peu précédemment, j'ai insisté, je pense, sur la question de la confiance, qui me semble être vraiment au cœur du partenariat et de ce qu'on est en mesure de faire au CCFD. C'est la confiance à la fois entre le CCFD Intersolidaires, ses partenaires, les populations locales, mais c'est aussi la confiance entre l'association, les bénévoles du CCFD et la structure, la partie plutôt salariée. On a une chance, je pense, assez importante qu'on nous fasse confiance en tant que chargé de mission pour définir justement une stratégie d'intervention. On a évidemment un cadre, on a évidemment des enjeux sur lesquels on va travailler, on n'est pas totalement autonome, mais néanmoins, on nous fait confiance pour adapter la stratégie au contexte local. On nous fait confiance pour lire ce contexte local et faire en sorte d'adapter la stratégie partenariale et d'adapter les partenariats en fonction du pays sur lequel on travaille. Et ça me semble quelque chose d'essentiel pour avoir du coup des partenaires les plus pertinents, les plus proches de nos valeurs et qui sont les acteurs de changement les plus importants selon nous. Alors Albert, nous avons vu ce film qui est quand même assez édifiant sur toutes les actions nécessaires dans un pays. Et même un pays que l'on dirige sous certaines facettes a toujours besoin d'une grande aide. Alors si on peut reprendre un petit peu notre discussion de tout à l'heure, j'avais te demandé quelles sont les valeurs du CCFD que tu as retrouvées dans ce film. Oui, les valeurs du CCFD, c'est d'abord le choix de projets précis à accompagner là-bas en Inde. Après, bien sûr, une réflexion sur le constat, sur ce qui se vit là-bas. Et voilà, on ne peut pas s'engager partout, donc c'est normal qu'on choisisse des projets et qu'on se fixe sur ces projets. La seconde chose, c'est sans doute tout ce travail de connaissance objective, d'analyse qui nous permet de comprendre comment ces populations restent dans la pauvreté, l'exploitation, la discrimination, la violence, etc. Et l'action du CCFD, la présentatrice l'a bien marqué, se situe à un double niveau plus immédiat, si on veut, qui est voir les besoins fondamentaux et urgents, et puis de notre côté, un niveau plus lointain, qui est un niveau de fond, qui est
d'agir sur toutes ces causes de la pauvreté. Ensuite, il y a un aspect d'expérimentation. Voilà, ça c'est important. Pouvoir expérimenter et évaluer régulièrement ce qui se fait avec les associations qui sont là-bas en Inde. Et, voilà. Et puis, la volonté d'agir, bien entendu, on ne ferait pas ce travail. Quelque part, oui, on sent très fortement cette envie de donner la chance à la chance. C'est un peu ce que l'on peut dire là. Alors, Albert, nous arrivons un petit peu vers la fin de notre entretien. Nous avons partagé ce soir la problématique de l'Inde. Mais malheureusement, nous le savons tous, il y a des problématiques sous cette forme ou une autre forme partout dans le monde. Alors, j'essaie un peu de me mettre à la place de vous, les spectateurs de cette soirée, qui avaient été effectivement spectateurs et avaient le sentiment de ne pas être forcément acteurs. Alors, j'ai envie de te demander, Albert, si après cette soirée, je me sens l'envie de devenir également acteur de cette solidarité mondiale, convaincu que ce qui se passe ici a des répercussions là-bas et que ce qui se passe là-bas a des répercussions ici. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il me semble que ce qu'on peut faire, c'est évidemment rejoindre le CCFED. Ça, c'est une possibilité. Le CCFED qui propose beaucoup de moyens d'information et de formation. Voilà, s'informer sur toutes les actions du CCFED, sur tout le développement de son analyse, de ses réflexions, ça me semble important. Voilà une première chose, au moins me former. Alors, ça c'est, Albert, ça va bien parce que j'ai du temps et que j'aime la rencontre avec les autres. Mais supposons que je me rends compte que j'ai du temps, mais sans plus, et pourtant j'aime la rencontre avec les autres. Que puis-je faire? Bien, ce que tu peux faire, c'est donner du temps, le peu qu'on a, le peu que tu as pour, en tout cas, donner un coup de main, plus que donner un coup de main, participer à des actions du CCFED au niveau local. Il y a partout beaucoup d'endroits, de petits groupes de CCFED qui essaient d'agir, de mieux comprendre les mécanismes qui engendrent les pauvretés, etc. Donc, rejoindre un petit groupe, ne pas rester seul, surtout, voilà, même si on a peu de temps. Alors, bon, mais en fait, je dois avouer qu'après un tel événement, je suis enthousiaste, mais très vite aussi, je sais que la réalité va me rattraper et que du temps, j'en ai pas vraiment. Est-ce que je peux quand même aider cette cause? Bien, tu peux toujours aider, de toute façon, tu peux toujours aider par un don. Le don que chaque année, et pourquoi pas plusieurs fois par an, on verse au CCFED. Tout ça tombe dans un pot commun et sert à financer les projets que le CCFED développe avec les partenaires dans d'autres pays. Donc ça, c'est toujours possible. Et après, à la limite, et aussi, je dirais en même temps, il peut y avoir la prière, bien sûr, si on est croyant chrétien. Oui, ça allait être un petit peu ma question. C'est si je ne me sens pas bien dans une communauté, j'ai moi-même des problèmes de santé et d'argent, mais je voudrais aider. Que puis-je faire? Eh bien, tu peux de toute façon lire les revues du CCFED, par exemple, t'informer, voir comment se posent ces questions à travers le monde. Ça, même si on n'a pas beaucoup de temps ni d'argent, on peut toujours faire ça. Et puis, encore une fois, comme je disais, rejoindre ce que fait l'Église à travers le CCFED, par la prière au moins. Voilà, surtout pendant ce temps de carême. Alors, je crois, là, Albert, que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien.
Je crois que tu as une grande envie de partager avec nous un très beau texte. Alors, je t'invite à le faire avant que nous nous séparions. Alors, ce très beau texte, voilà, il n'est pas de bois, bien sûr, mais c'est un nommé Nazim Hikmet. Je vous le dis tel qu'il est. Ne vis pas sur cette terre à la façon d'un locataire, ou bien comme villégiature dans la nature. Vis dans ce monde comme si c'était la maison de ton père. Crois au grain, à la terre, à la mer, mais avant tout, crois à l'homme. Aime le nuage, la machine et le livre, mais avant tout, aime l'homme. Que tous les biens terrestres te prodiguent la joie, que les 4 saisons te prodiguent la joie, mais avant tout, que l'homme te prodigue la joie. Bravo Albert pour ce choix. Je crois que c'est un texte absolument exceptionnel qui ne peut nous donner que de l'enthousiasme dans cette période de carême. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir et puis rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir Albert. Bonsoir Jean-Marc, merci.